à tous et bienvenue aux experts. Nous avons 60 minutes pour passer en revue l'actualité de la semaine. Une semaine au cours de laquelle on a beaucoup parlé de prison, de magistrats, de harcèlement et de sondage. J'accueillerai 2 invités politiques, mais aussi 4 experts qui vont nous éclairer. Alors, honneur au seul homme de ma sélection d'expertes, parce qu'aujourd'hui le féminin l'emporte. Marcel Sel, bonjour. Bonjour, ravi d'être une experte. Voilà. À ses côtés, une auditrice qui l'ouvrira, en tout cas qui ouvrira sa boîte à Pandore. Oui. Véronique de Montfort, bonjour. Bonjour. Puis il y a ceux qui mangent du poisson le vendredi et celle qui interviewe les politiques le vendredi. C'est la rédactrice en chef adjointe de BX1, Stéphanie Meyer, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et enfin la pourfendeuse de biscuits machistes, rédactrice en chef de Elle Belgique, Béa Colini, bonjour. Bonjour. Alors notre premier sujet, c'est le blues, que dis-je lire, la colère, la vindicte, les j'accuse de la magistrature. Le premier magistrat du pays traite la Belgique d'État voyou, les magistrats pensent se mettre en grève et en tout cas exigent un service minimum pour garantir de dignes mesures de détention. Ils apostrophent ainsi les syndicats, les politiques. En bref, cela ne tourne plus. Exemple avec la juge d'instruction, Anne Gruet, qui libère même des prisonniers. Comme elle l'expliquait, sa vision de la justice, c'était mardi, dans M. Et il y a 2 choses. Le souci de faire des économies à n'importe quel prix, et deuxièmement, nous sommes en période de crise. Ça ne va pas, le moral n'y est pas, la joie de vivre n'y est pas, etc. Donc on est en période de crise où il faut un bouc émissaire. Toujours en période de crise. Et je crains qu'on ait trouvé ce bouc émissaire dans les magistrats, en disant, regardez avec leurs ors et leurs parures et leur hermine, regardez ces gens-là qui ont tout et qui réclament encore plus. Alors ils ont tout, ils réclament encore plus. Mais je crois qu'on ne parle pas des magistrats, en fait. On parle du fonctionnement de la justice. On parle de choses comme l'informatique. On parle... avec donc, quand on entend que certains dossiers ne peuvent pas être lus sur les ordinateurs d'un juge parce que son programme est obsolète, là, je crois qu'on a touché le point sensible. C'est-à-dire que même le matériel de base fonctionnel aujourd'hui que tout le monde doit avoir, on ne l'a pas. Et effectivement, je voulais dire aussi que quand Jean Decote n'a pas dit que la Belgique était un État voyou, on disait que quand un État ne s'occupe pas de sa justice, ou soit tente de la diriger, soit la mine ou l'affaiblit, il devient un État voyou. C'est bien ça qu'il a dit. Et c'est pour ça que je suis très inquiet, parce que quand je vois les réactions aussi bien de Koen Geens que de Charles Michel, elles vont toutes les deux dans un sens d'un reproche. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, et je voudrais poser d'ailleurs la question après à Vincent de Wolf, au lieu de dire, oui c'est vrai, un État qui fait ça devient un État voyou, et voilà ce qu'on va faire pour qu'il ne devienne pas. Au lieu de dire ça, il reproche à Jean Cotte de s'être exprimé. Et là, je crois qu'on a un gros... Voilà, un gros problème. Oui, on a l'impression d'être dans la tragédie grecque, où évidemment on tue le messager, qui annonce la mauvaise nouvelle, le problème de l'incurie, des possibilités, des moyens de la justice belge, ce n'est malheureusement pas nouveau. Et je crois qu'on arrive à une situation de ras-le-bol et qui est aussi liée aux attentats, puisqu'on sait que la majorité des dossiers qui arrivent maintenant dans les mains des magistrats et dans les mains même de la police a doublé ou triplé depuis 1 an et demi sans que les moyens soient mis à disposition. Je veux dire, on est un État de droit, on doit avoir les moyens d'exercer ses prérogatives. Stéphanie Meyer. Oui, je rejoins ce qui a été dit, ça fait des années qu'on fait des reportages sur les problèmes d'archivage, d'informatique, de pénurie de magistrats. Donc, ce problème de la justice, on le connaît. Ici, on parle de faire 10% d'économie jusqu'en 2019. Donc, c'est quand même un effort supplémentaire. Et il y a la question aussi de l'autonomie des juges. Il y aurait une supervision pour toutes les dépenses. Donc, ça, ce sont des choses qui viennent en plus. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Anne Gruet, c'est que comme d'autres juges d'instruction, elle est allée en prison et elle a libéré des détenus qui étaient en préventif, souvent pour trafic de drogue, pas exclusivement, en se disant, tiens, là, la justice, en fait, doit s'adapter à un manque de matériel. Donc, normalement, les juges prennent leurs décisions en toute autonomie, mais là, la justice, elle doit faire attention aux conditions, aux situations dont elle ne devrait pas se préoccuper. Et ça, je trouve ça très interpellant. Béa Colini. Moi, c'est la mode, et l'hermine est un mythe. Je suis allée quelques fois au tribunal ces temps-ci. Il ne porte pas d'hermine. Pour des problèmes de roulage, je peux vous dire que c'est du synthétique. Non, ceci étant dit, ce qui me... Bon.
Ce qui me frappe, par contre, c'est qu'on persiste et signe sur des méthodes qui me semblent un peu obsolètes. Maintenir les gens en prison, ça coûte sans doute très très cher, mais on sait aussi qu'en termes de réinsertion, etc., c'est pas du tout probant. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à des moyens alternatifs, en plus qui existent, quoi, probation, travaux d'intérêt général, etc., bracelets, qui sont moins chers et qui seraient plus adaptés à certaines peines et qui permettraient de faire des économies, plutôt que de, comme ça, continuer dans le mur, dans le mur, dans le mur. Eh bien, on va demander à nos invités politiques de se positionner par rapport à cela. Nous accueillons Rachid Madrane et Vincent De Wolf. Voilà, messieurs, Rachid Madrane est ministre des Sports et de l'aide à la jeunesse dans le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, PS, et Vincent De Wolf est chef de groupe MR au Parlement bruxellois et bourgmestre d'Etterbeek, MR. Voilà, alors, est-ce qu'un magistrat peut faire grève? Est-ce qu'il y a un malaise entre les pouvoirs? Est-ce que vous avez été choqué, Rachid Madrane, parce que Jean Cotte a dit le premier magistrat du pays? Choqué, non. Je pense que c'est un cri du cœur, un cri d'alerte, un cri d'alarme. Habituellement, premier président de la Cour de cassation, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, a un droit de réserve habituellement. Mais je pense que dans l'état où se trouve aujourd'hui le pouvoir judiciaire et la justice de manière générale, plutôt la justice, le pouvoir de la justice, je comprends qu'on tire la sonnette d'alarme. J'ai aussi entendu le président du tribunal de Bruxelles. Je ne vais pas dire qu'on est dans un état de déliquescence, mais en tout cas, aujourd'hui, une démocratie se juge aussi à la manière dont on traite la justice. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la justice est dans un état digne d'un état démocratique. Je veux dire, on a l'impression que c'est une grande maison où tout se fissure, tout s'écroule. Et on voit bien mais on en parlera sans doute avec les prisons, on voit bien qu'aujourd'hui, la justice est en péril dans ce pays. Oui, mais ici, quand le premier magistrat du pays dit que finalement il est un représentant élu lui aussi, ça vous choque pas? C'est peut-être la seule chose qui m'a choqué dans son propos. C'est pas tellement ce qu'il a dit par rapport à la Belgique. Si elle continue, peut devenir un État voyou. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand même... Enfin, choqué. Ce qui m'a étonné plutôt, puisque il y a la séparation des pouvoirs, c'est que un membre du pouvoir, un juge, quelqu'un du monde de la justice, dit nous sommes en fait les représentants de la nation. Les représentants de la nation, ils sont élus, et puis à un moment donné, au bout d'un mandat, ils sont jugés. Ils continuent, ils arrêtent. Ils ne sont pas désignés sur base de concours, et ils ne sont pas là à vie. Vincent De Wolf, est-ce qu'on respecte la séparation des pouvoirs là, pour l'instant? J'ai entendu mon voisin qui parlait du droit de réserve. Non, c'est un devoir de réserve. C'est pas un droit. Il n'est pas tout à fait. Il est contesté par l'Union européenne. Oui, mais enfin, je veux dire, et je vais dans le sens de la citation qui a été faite récemment de Montesquieu. Chaque pouvoir doit pouvoir arrêter l'autre pouvoir. Et donc l'un des principes quand même majeurs de notre État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Et il n'y a pas de primauté d'un pouvoir par rapport à l'autre. Chacun a ses règles et chacun a son autonomie et sa compétence et ses limites. Donc, moi je comprends que chacun s'exprime, mais à partir du moment où il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir judiciaire, il ne faut pas mélanger les genres par rapport à ça. Je pense que ceux qui sont élus, qui sont là dans un métier qui n'est pas facile aujourd'hui, qui est fort contesté, on va en parler sans doute, ce sont les mandataires politiques qui sont des parlementaires à différents niveaux de pouvoir et certainement ici dans le niveau fédéral. C'est eux qui ont le droit et le devoir de s'exprimer au nom des citoyens qui doivent aussi le respect aux citoyens, la clarté, mais quand les magistrats disent qu'il manque de moyens, comment est-ce qu'ils peuvent le dire en se faisant écouter? Au secours, là. Mais moi je trouve qu'il n'est pas anormal que les magistrats disent qu'il manque de moyens et qu'ils s'expriment à ce sujet. Mais ils ne sont pas, ce faisant, des représentants de la nation. Ce sont des techniciens qui donnent un témoignage de ce qu'ils vivent. Et c'est respectable, ça, qu'ils donnent un témoignage de ce qu'ils vivent. Maintenant,
je crois aussi qu'il faut savoir raison garder et que, voilà, il y a toujours un problème d'instrumentalisation politique de certains messages. Je ne dis pas que ça a été fait ici par des magistrats du tout. C'est pas ça que je dis, absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit qu'il y a une différence entre au niveau des prisons, entre l'aspect néerlandophone et l'aspect francophone, et la difficulté qui existe en matière de justice ou de prison, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui... On va reparler des prisons dans le deuxième chapitre. Ça ne date pas maintenant du dernier gouvernement. Je veux dire, les condamnations de la Belgique ont eu lieu déjà à plusieurs reprises. Et donc, je crois qu'il faut, à cet égard-là, c'est ce que je voulais dire, savoir raison garder. Nous ne sommes pas dans une situation où, brutalement, la justice manque de moyens depuis le dernier gouvernement. Ça, ce n'est évidemment pas... Mais justement, Marcel Seyne, Stéphanie Et la Meyer. question vaut pour vous deux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, au niveau de la justice? Ça fait des dizaines d'années qu'on parle des problèmes. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore amélioré la situation et qu'on parle de faire des économies dans ce secteur? Rachid Madran. Juste une chose. Je pense que c'est très important ce que vous venez de dire, Monsieur De Waal. C'est vrai qu'il y a une différence entre la Flandre et la Wallonie. Si vous prenez l'état des prisons en Flandre et en Wallonie, le nombre de membres du personnel, les travaux qui ont été effectués depuis des décennies, on voit bien que les prisons en Flandre ne sont pas dans le même état que du côté wallon. Donc il y a par ailleurs, malheureusement, une dimension communautaire. Au niveau du personnel, ils n'ont pas le même type de problème. Donc ça, c'est une réalité. Alors comment on en est arrivé là? Bien, à mon avis, j'ai entendu aussi d'ailleurs, c'était M. De Wever là, qui disait que c'est la faute du PS. C'est la faute du PS. Comme je lis aussi certains blogs, j'ai lu quelques analyses intéressantes, j'ai de saines lectures. On a regardé, et c'est vrai que j'ai fait vérifier combien de ministres de la Justice ont été en fonction, des socialistes ministres de la Justice. Il y en a eu deux. Il y a eu, fameux, deux fameux. Deux très fameux. Oui. Il y a eu, attends, je termine. Il y a eu Philippe Moreau et il y a eu Loretta Onkelings. De mémoire, enfin moi, depuis que je suis en politique, j'ai entendu les magistrats à l'époque dire que c'est vrai, Lorette a laissé un très 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 bon souvenir. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on est devant quoi? On est depuis des décennies devant des mesures d'économie, de rigueur. Aujourd'hui, on est dans l'austérité en plein. Et donc la coupe est pleine, en fait. Ce que je voulais dire, c'est... Pas de la justice, mais de manière générale, c'est l'attaque contre les services publics. Depuis longtemps, on entend il faut des services publics plus performants, il faut faire des économies. Et Rachid Madran, est-ce que c'est propre au fédéral, les régaliens, les services publics régaliens, ou bien est-ce que c'est vrai aussi pour l'enseignement, par exemple, en communauté française? Donc, quand on a signé est-ce que l'austérité n'est pas générale? Quand on a signé Maastricht, j'ai envie de dire que le péché originel, il date de là. C'est la norme des 3%. C'est les normes secs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les investissements publics aujourd'hui sont devenus de plus en plus difficiles. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui, et je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché, si on peut immuniser dans les dépenses publiques aujourd'hui tout ce qui est sécurité, lutte contre le terrorisme, on doit pouvoir immuniser tout ce qui relève des services publics, des pouvoirs régaliens de l'État, du social. Moi, ça me semble essentiel. On en est arrivé là parce qu'on désinvestit depuis de décennies dans nos services publics. Vincent De Waal. Allez, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par Rachid Madran. Tout d'abord, au niveau... pas nécessairement, il nous arrive d'être... Oui, allez-y sur quoi vous n'êtes pas d'accord. On va commencer par là. On n'est pas d'accord. Oui. Tout d'abord, au niveau de l'état des prisons en Flandre, du côté francophone du pays, non, moi j'ai des notes ici. La prison d'Anvers date de 1855. Il y a une capacité de 439 et il y a 711 détenus actuellement. À Merkplaats, c'est pire encore. Donc la situation est aussi difficile du côté néerlandophone. Ce que je dis, c'est que l'attitude des gardiens de prison est différente entre les deux régions et que notamment la proposition qui est faite de réorganiser autrement le travail est acceptée d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Sur l'austérité. Par rapport à l'aspect de la responsabilité, on ne parle pas de souvenirs, on parle d'une situation qu'on vit aujourd'hui dans les prisons. Et moi, je l'avais dénoncé déjà comme bourgmestre il y a plusieurs années lorsqu'on devait déjà envoyer des policiers à Forêt ou à Saint-Gilles pour l'encadrement. Je l'avais fait, ça, on peut le retrouver. Bon. Donc, il y a une responsabilité collective. Il ne faut pas aller dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, c'est pas moi. C'est comme les tunnels, Vincent. C'est comme les tunnels. Et donc, non, mais justement, laissez-moi répondre. Je veux dire, il y a eu des condamnations de la Belgique à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu des constats qui ont été faits. Il y a eu des constats dans l'autre sens aussi, où un organisme international a dit qu'il y avait un abus du droit de grève par rapport à la situation dans les prisons. Ça aussi, ça a été dit. Mais à l'époque du précédent gouvernement, déjà, il y a eu plusieurs grèves, il y a eu des condamnations. Et donc, il faut constater que le monde politique in globo n'a pas pris
la mesure de l'importance de ce dossier dans les choix politiques qui devaient être faits. Et il y a maintenant urgence. Oui. Voilà. Oui, mais c'est toujours le cas. À le faire, mais c'est toujours le cas. Mais, oui, mais on a une série de mesures. Ce gouvernement va pas résoudre le problème. C'est-à-dire que ce gouvernement est en train de le faire. Alors il faut évidemment un comment temps recul parce qu'il y a une série de prisons qui vont être en construction. J'en ai la liste ici, Bourg-Léopold, Vresse-sur-Semois, Liège, Berce-Place, Verviers, etc. Arène, vous l'avez oublié. Arène, on va en parler. Il y a un article qui vient de paraître dans la presse aujourd'hui. Je crois que la concertation se termine aujourd'hui, l'enquête publique aujourd'hui, c'est ça? C'est terminé hier, exactement. Donc, il y a tout un effort là qui est en train de se faire, des rénovations qui sont en train de se faire, une réorganisation aussi en termes de temps de travail, des engagements complémentaires, 405 qui étaient prévus, je pense 75 encore de plus au niveau des gardiens de prison. Donc non, il y a une vraie volonté de le faire. Et de dire que déjà on a réduit aussi, on était à 2170 je crois, en surpopulation de détenus, on est à 970 maintenant. C'est le bracelet qui a donc, alors, ce sont les peines alternatives, et là, Rachid sera particulièrement bien placé pour en parler. Mais donc, nous, on estime effectivement qu'il faut utiliser les peines alternatives, qu'il faut utiliser les bracelets électroniques, qu'il faut bien séquencer le type de situation qui permettent une libération ou qui exige un maintien en détention, et que c'est de l'honneur de la Belgique que de mettre fin à cette situation. Je ne pourrais pas vous montrer le reportage, on n'aura pas le temps, de mardi, où les grévistes, les agents pénitentiaires sont entrés avec fort perte et fracas au sein du cabinet Gates, mais je voudrais avoir une petite réaction de votre part par rapport à ça, de ce durcissement finalement de cette tension entre agents pénitentiaires et ministre de la Justice. Est-ce que le ministre de la Justice écoute vraiment, ou bien est-ce que c'est un mur? Là, ils en sont à leur 8e réunion, on sent bien que la tension monte, les points de vue n'arrivent pas à s'accorder. Moi, tout ce qui est forme de violence, même dans des mouvements de grève, moi, j'aime pas ça. De manière générale, je pense qu'il faut toujours essayer d'être dans la discussion. Je comprends quand même le désarroi et la difficulté dans laquelle travaillent les gardiens de prison. J'ai visité plusieurs prisons. En tant que ministre des maisons de justice, il y a l'aide à la jeunesse, mais il y a les maisons de justice, évidemment, on gère les services d'aide aux détenus. Et donc, depuis de nombreuses années, j'ai été visiter les prisons. Franchement, quand vous voyez celle de Forêt, quand vous voyez celle de Saint-Gilles, que vous voyez que les services d'aide aux détenus aujourd'hui, les avocats, pour accéder à leurs clients, j'ai vu des avocats qui... Mais c'est vrai, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, d'hier. Il faut quand même être honnête par rapport à ça. Allez. Ils reçoivent les détenus dans les couloirs, les services d'aide aux détenus pour les activités collectives, ils ne savent plus les mener. Donc on est dans une situation... Mais ça, c'est un constat que tout le monde fait. Apocalyptique. Tout le monde est d'accord. Oui, je sais. Donc mais comment on s'en sort? Je sais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? On disait, oui, ils ont 75 agents en plus, ils étaient 405, on leur en donne 75. Dans le même temps, on leur dit, mais c'est valable que jusque fin 2016. En 2017, on rediscute. C'est ça qui fait le blocage aujourd'hui. Donc les francophones veulent... Les gardiens de prison et les néerlandophones aussi, pour le moment, veulent du personnel en plus. Ils veulent aussi qu'on reconnaisse leur pénibilité, la pénibilité du travail. C'est vrai que c'est un métier difficile. Et par ailleurs, il y a d'autres mesures qui sont prises par d'autres ministres, pas par Gaines. Toute la question des pensions, par exemple. Ils sont concernés, évidemment. Ils disent quoi? Vous allez nous voir, nous, gardiens de prison, jusqu'à 67 ans. Comme d'autres dans les services publics. Comme d'autres dans les services publics. Je voudrais avoir une réponse aussi de Vincent de Wolf. Certains ont dit que ces grévistes étaient manipulés. Politiquement. Est-ce que vous trouvez c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que moi je crains comme une instrumentalisation de ce mouvement. Par qui? Par les partis politiques, notamment. Je veux dire, quand j'entends et quand je vois le PS qui s'insurge aujourd'hui sur l'état de la situation, c'est vrai, la situation n'est pas acceptable. Et on ne le cache pas, et on y travaille. Mais ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Mais ça, c'est pas une réponse politique. Si c'est une réponse politique, c'est une réponse de dire on porte nos responsabilités. Non, je ne vous ai pas interrompu. On porte nos responsabilités. Dans tous les domaines. Dans le gouvernement Di Rupo, la situation était la même. Et donc, nous, on vous dit simplement que les partis se sont succédés et il y a une responsabilité par rapport à ça. À nous maintenant qui sommes dans l'action et dans la compétence, de l'exercer
et de rapidement redresser. Mais non, mais alors, tout d'abord, il y avait plus de 2200 détenus, comme j'ai dit, en surpopulation. On passe à moins de 1000 maintenant. Les sans-papiers ne en sont peu plus là, de temps. et les détenus psychiatriques On va ne sont faire un plus débat là. comme ça en s'interrompant tout le temps. Moi, je ne sais pas. Non, mais je crois qu'on va surtout changer de sujet parce que, de toute façon, c'est assez clair. Quand on parle des chiffres au niveau du recrutement, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit. Il y a 405 recrutements qui sont promis, 75 qui sont rajoutés. Il s'agit donc d'un complément important. Et je rappelle, et ça je le cite quand même, que l'Observatoire international des prisons, en 2013, a dit qu'il y avait en Belgique un recours abusif à la grève pour des motifs non légitimes. Quand on arrive à venir casser du mobilier ou des objets, etc., dans un cabinet ou ailleurs, ça, rien ne le justifie. Jamais la violence n'est acceptable et justifiable. Là, au moins, c'est un point sur lequel vous êtes d'accord tous les deux. On a deux Etterbeekois sur le plateau. Ils ne sont pas d'accord sur tout. On va passer à notre troisième sujet. C'est le manque de coopération entre les niveaux de pouvoir. D'où la question, est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, la réponse de Guy Van Engel, mercredi, dans l'interview. Parfois, on est nostalgique, mais enfin, il faut se dire qu'aussi que la Belgique de papa, ce n'était pas l'idéal non plus. Si on a fait toutes les réformes institutionnelles que nous avons connues dans notre pays, c'est parce que là aussi, parfois, ça bloquait et ça n'avançait pas. Je me souviens, la Belgique de papa, la région bruxelloise n'existait pas. Il y avait un désinvestissement gigantesque en région bruxelloise. Si nous avons connu l'appauvrissement des quartiers, de certains quartiers bruxellois, ça a à voir aussi avec le désinvestissement de la Belgique de papa par rapport à la région. Même chose pour les tunnels, sans doute. Même chose pour les tunnels et ainsi de suite. Donc, la Belgique de papa n'était pas l'idéal. Nous avons fait ce que nous avons fait, donc nous avons eu toutes les réformes institutionnelles. Maintenant, il faut faire fonctionner ces institutions. Et il faut passer au-delà des petits jeux partisans et politiques qui n'ont aucun sens et qui détériorent d'ailleurs l'image de l'ensemble du politique. Donc Stéphanie Meyer, tout ça est partisan, donc il faut abandonner l'aspect partisan, il faut vraiment tous travailler ensemble. J'ai l'impression que tous les politiques disent ça et pourtant rien ne se passe. Oui, mais en tout cas, dire qu'il faut faire fonctionner ce qui existe, c'est quelque part un peu le bon sens, parce qu'on dépense depuis des années tellement d'énergie dans ces réformes de l'État successif que ça devient compliqué. Moi, j'avais simplement envie de dire, il ne faut pas idéaliser le passé, mais on a quand même un problème, c'est que nos réformes de l'État successif, en fait, chaque fois, c'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Luc Dehaene, contiennent les germes de la réforme de l'État suivante. Et avec chaque fois des négociateurs qui retournent dans leur camp, entre guillemets, francophones ou flamands, avec une lecture différente de ce qui était apporté. Et donc les réformes ne sont jamais des réformes vraiment abouties, et c'est ça qui rend les choses compliquées. Alors après, quand le Premier ministre dit l'endroit pour discuter de ça, c'est le comité de concertation, on attend de voir comment ça fonctionne, parce que jusqu'à présent, c'est pas évident que les dossiers avancent sur tout ça. Marcel Sel. On a vu le président ou le directeur de l'Union des classes moyennes qui expliquait ici que... Philippe Godefroy, oui. Oui, voilà. Qui expliquait ici que les indépendants, les petites entreprises, on avait ras-le-bol d'avoir des règlements communautaires, régionaux, nationaux. Et en fait, ce qu'on a fait, en plus de tout ce que dit Stéphanie, c'est que finalement, on ne peut plus reculer du tout, on ne peut plus aller que vers l'avant toujours, c'est-à-dire qu'on va vers plus d'explosion, on va vers plus de répartition des compétences entre 14 pouvoirs qui n'intéressent absolument pas le citoyen, qui n'intéressent finalement que le politique. Et c'est pour ça, quand on va aujourd'hui chez Charles Michel et qu'on lui dit il y a un blocage, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a deux choses qu'il ne dit pas, mais qui sont bien réelles. C'est comme on parlait de Maastricht, effectivement, les limites européennes, et deux, c'est cette nécessité d'aller toujours plus loin dans la séparation, finalement, des pouvoirs. B.R. Coligny, on a parlé de la Belgique de papa, c'est comme si on oubliait la Belgique de maman. Oui. Il est temps. Monsieur Madren, je me souviens d'un débat où on a parlé très concrètement du bracelet électronique et du fait que c'est... Vous revenez sur le... Oui, non, c'est des bijoux, je ne sais pas, des objets, c'est ma cam, des accessoires. Non, j'exagère. Un droit de retour. J'étais quand même un peu effrayée dans la description quand vous avez un intervenant dans un débat qui disait que l'attribution du bracelet dépendait de tel niveau de pouvoir, le placement de tel autre et l'entretien d'un troisième. Et excusez-moi, mais pour une spectatrice lambda, experte en féminisme et maquillage, c'est un petit peu flippant. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est dans les dîners en ville, on ne parle que d'une chose, c'est de faire marche arrière. Donc, il y a des gens qui disent oui, alors on va faire un think tank et un mouvement, etc., un truc de...
réunissons... C'est ce que les patrons, c'est une carte blanche des patrons Voilà. auxquels ont répondu les syndicats en disant la même chose. Mieux travailler ensemble. Le politique répond toujours non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même Alors, la Cambre et à un moment Anvers, donné, il faudra- j'arrête avec ça, mais la Cambre et Anvers, ces deux écoles de mode importantes en Belgique, ont la même affiche pour annoncer leur défilé de fin d'année cette année, alors que ça fait quand même, depuis qu'ils existent, qu'ils ne se parlent pas. Je suis pas sûr que ça va régler les problèmes Non, mais institutionnels en je veux dire, Belgique, mais enfin, c'est c'est peut-être un départ. Très tous les bien. niveaux. Rachid Madral. De pas se tromper, j'allais dire d'adversaire. C'est pas les francophones qui ont voulu la réforme de l'État, la 6e réforme de l'État. C'est les néerlandophones qui ont voulu la 6e. Vous parliez des... Oui, mais il y a eu je la parle. 5e et la 4e. Oui, moi et je la parle de la 3e avant. dernière. Oui. Parce que vous parliez de la question des bracelets électroniques. Ils ont voulu, rappelez-vous, dans les les néerlandophones voulaient, rappelez-vous, ils voulaient un gros morceau. Ils parlaient du steak. À l'époque, on disait, il faut un steak. Ils voulaient la justice. Ils ont eu les maisons de justice. On a dit, OK, les maisons de justice, on va les fédéraliser, on va les donner aux communautés. Et en les donnant aux communautés, on a donné la gestion des bracelets électroniques. C'est pas la gestion en elle-même des bracelets électroniques qui pose problème, qu'elle soit gérée au fédéral ou qu'elle soit gérée au niveau de l'entité fédérée Communauté française, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est les moyens. Du coup, quand le fédéral dit on va mettre des bracelets électroniques à tous les détenus pour limiter la surpopulation dans les prisons, je dis oui. Mais je dis, alors ça s'accompagne de moyens. Parce qu'alors le jeu, c'est quoi? C'est de faire porter sur l'entité fédérée l'effort budgétaire qu'on ne sait pas faire au niveau fédéral. Et je vais vous donner les prix et les tarifs. Moi, je suis pour les bracelets électroniques. Vraiment, je les soutiens. Mais ça doit être accompagné par des assistants de justice. Mettre un bracelet, voilà. Et d'une surveillance. Évidemment, c'est le centre de surveillance Absolument. électronique qui gère. Mais il faut un accompagnement parce qu'un bracelet pour un bracelet, ça n'a pas de sens. Une peine doit toujours avoir un sens. En clair, vous n'avez pas l'argent pour le faire. c'est ça Si, on a aujourd'hui, en communauté française, on en gère 876. Bracelet électronique GPS, c'est-à-dire qu'on suit la personne partout où elle se déplace, c'est 35 € par jour par détenu. Le bracelet normal, c'est 25 € par détenu par jour. Et en prison, c'est plus de 100 €, C'est hein. beaucoup plus cher. Il ne faut jamais oublier que les bracelets électroniques sont demandés par les avocats et les détenus quand ils sont dans les conditions. L'idée, c'est de ne plus rester en prison, et ce qui est plutôt bien. Mais donc, ça doit s'accompagner de moyens et de suivi. Moyens en personnel. Et évidemment, moyens en argent pour pouvoir mettre si on les peut bracelets. revenir sur cette idée de lasagne institutionnelle et de Belgique de papa, Vincent Vincent Dehaut. Vincent Dehaut. Mais je crois que quand on écoute ce que dit Rachid, on touche vraiment au cœur du problème, du morcellement de l'État. Et du fait que, comme les majorités ne sont pas les mêmes à chaque niveau de pouvoir, nécessairement, mécaniquement, les politiques se tapent entre eux. Et du coup, tout le monde paye l'addition. L'ensemble du monde politique et l'ensemble des institutions. Moi, c'est ça mon message. En Je fait, m'explique. Vous Quand mettez on des voit- bâtons dans les roues. les uns, non. Je dirais les roues des autres. il faut d'abord savoir quand même, que les politiques qui ont, et ce sont nos pères qui ont fait ça. J'ai encore eu un débat, moi, à l'époque, il y a de nombreuses années, avec Jean-Luc Dehaene, avec Charles Piquet et moi. C'était le numéro 1 fédéral, le numéro 1 régional et le numéro 1 local. Avec un débat sur la réforme de l'État. On était, je crois, à la 4e à l'époque, je ne sais plus très bien. Et c'était le niveau de compréhension du citoyen par rapport à la réforme de l'État, qui est nul. Et donc, moi, j'avais expliqué que le bourgmestre était un facteur pédagogue. C'est lui qui va porter la lettre ou la demande du citoyen là où il faut, en expliquant comment il faut faire. Bon. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est mon idée, je le vis comme ça. Je veux dire, un facteur pédagogue. Les mandataires communaux font Donc ça. vous êtes enfin. facteur. Je suis facteur, voilà. C'est votre nouveau poste. Voilà. C'est mon nouveau poste. Eh bien voilà. Mais quand on peut aider quelqu'un de manière légitime, c'est bien. Enfin, mais seulement on doit le faire parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus à qui ils doivent s'adresser. Au-delà de ça, quand vous avez des majorités qui sont à ce point dissemblables dans les différents niveaux de pouvoir, nécessairement mécaniquement, et parfois de manière justifiée, on se critique l'un l'autre. Mais les gens n'en ont rien à savoir finalement de qui a fait quoi ou pas. Et ça donne une image globale des institutions qui ne fonctionnent pas. Regardez le sondage à Bruxelles. Le sondage à Bruxelles, qui dit qu'il y a 78% de gens qui estiment que Bruxelles est mal gérée. Oui. Pour moi, c'est évidemment, et je ne change pas ce que je viens de dire, la responsabilité du gouvernement en place, d'autant plus des que bourgmestres. les socialistes, laissez-moi dire, que les socialistes, ils sont quand même depuis maintenant 12 ans. Bon. Alors, maintenant, personne ne sort indemne par rapport à cette situation. Et quand nous avons une réunion sur les tunnels des 3 bourgmestres concernés pour Montgomery avec le ministre des Travaux et que nous on se tait, que le ministre annonce que ça va s'ouvrir durant l'été
et que maintenant c'est reporté à on ne sait plus quand, et que nous on était là pour cautionner ce que le ministre a dit, on a l'air idiots. Et les gens aujourd'hui se disent vous êtes aussi responsables, ce qui n'est pas le cas. Mais vous êtes 4 pour décider d'un tunnel. Excusez-moi, mais vous êtes 4 pour décider d'un tunnel. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des bourgmestres à Bruxelles qui sont d'accord de discuter, de laisser tomber une partie de leurs prérogatives, mais moi je l'ai fait, monsieur, j'étais négociateur de mon parti pour la 6e réforme de l'État. Okay. Je l'ai fait pour l'urbanisme, je l'ai fait pour la mobilité. Ouais. On a vraiment limité les compétences des communes, on l'a apporté par le principe de subsidiarité au niveau de la région. Et il ne faut pas dire non plus que le public était contre le morcellement de l'État. Il faut quand même savoir que depuis 89, vous avez une culture qui est séparée, un enseignement qui est séparé, les médias qui sont séparés. Quand vous faites des sondages, vous avez des mentalités qui sont... La question, attendez, une question simple à tous les deux. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Je crains que non. Ok. Vincent De Wolf. Voilà. Moi, je dirais, comme le Premier ministre a dit, pas de tabou, mais à un moment donné, il faudra soumettre ça à la mesure du possible. Qu'est-ce qui est possible de faire ? Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Il faut une majorité pour le faire. Il y a une faisabilité politique, ok, mais il y a aussi un élément technique et de rationalité financière, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites depuis longtemps. Sur des mauvaises décisions, avec des bâtiments qui ont été construits, avec des compétences qui ont été transférées, du personnel dont le staff a été... Un mot de conclusion là-dessus à Rachid Madra. Et nous, c'est notre travail au niveau... Je me tais. Donc c'est quoi la simplification administrative. Il faut arrêter de complexifier, il faut simplifier et se mettre à la place du citoyen. On ne revient pas en arrière. Juste vous dire un petit mot sur le comité de concertation, j'y participe. Quand il y a des sujets qui nous concernent, maison de justice notamment, aide à la jeunesse, mineurs étrangers non accompagnés, bon. C'est quoi le comité de concertation ? C'est tous les ministres régionaux, communautaires, fédéraux qui se retrouvent. Et moi, j'ai assisté à des moments assez intéressants où ce n'était pas le fait que les majorités soient asymétriques politiquement qui pose problème, c'est le fait que des Bruxellois, Guy Van Engel en l'occurrence, défend l'une ou l'autre thématique. Et face à nous, on a par exemple un ministre fédéral, NVA pour ne pas citer, qui ne se préoccupe absolument pas de l'intérêt de Bruxelles. Donc, la concertation devient une confrontation. Et on est en fait dans un comité de confrontation entre des gens de tous partis qui défendent l'intérêt de l'institution dans laquelle ils sont, et c'est absolument légitime de le faire. Il ne manquerait plus que ça qu'on ne le fasse pas, mais où l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et c'est là que le rôle du Premier ministre est important. Le Premier ministre doit être le fédérateur. Il ne l'est pas. Le conciliateur. Et c'est difficile dans le contexte dans lequel il se trouve, puisqu'il se trouve avec un parti dominant qui a décidé que c'est la fin du pays. Et qui ne veut pas que c'est l'objectif ultime qu'il s'est assigné. Et vous imaginez que les Bruxellois, et moi en l'occurrence bruxellois à la communauté française, quand je viens dire à mon collègue Gaines, vous êtes le seul. Mon cher Kuhn, j'ai un problème avec tes prisons, il faut que mes services d'aide aux détenus, que je finance par ailleurs, enfin pas moi, que l'institution finance par ailleurs, voudrait bien avoir accès à tes prisons, comment pouvons-nous travailler ensemble ? Ça devient compliqué à gérer, puisque lui-même est tributaire des décisions de ses collègues. Donc c'est ça la difficulté, c'est pas seulement la symétrie politique, c'est aussi la symétrie institutionnelle. Donc 2 mots là-dessus. Cette asymétrie politique, c'est le Parti socialiste qui en porte la responsabilité. Non. Ça, mais si, attendez, ça je suis désolé, mais à partir du moment, à partir du moment où nous avions fait sur Bruxelles la plus grosse progression, qui avait eu un vrai résultat, un vrai mouvement, et qu'on n'a même pas véritablement été consulté pour créer une majorité, et qu'on était mis devant un fait accompli, et qu'on a fait une politique d'exclusion dans l'ensemble des entités fédérées, évidemment, ça crée des problèmes, des distorsions majeures. Ça veut dire que ça fonctionnerait mieux aujourd'hui si le MR était au niveau de pouvoir régionaux. Je dis simplement... ça aurait pu mieux fonctionner. Je pense que nous avions des messages très forts en termes de formation, d'emploi, de mobilité, etc. On n'y est pas aujourd'hui, pas la campagne, mais je vous réponds. Donc je veux dire, oui, évidemment que pour nous, de notre point de vue, sincèrement, objectivement, ça fonctionnerait mieux. Peut-être ça fonctionnerait mieux si le PS était au fédéral aussi, alors, dans les mêmes conditions, de la même manière. C'est pas moi qui l'ai dit. Si nous avions des majorités symétriques,
Le dialogue est plus facile, a priori. Voilà. A priori, c'est plus facile. Maintenant, allez dire, parce qu'on a quand même mis le communautaire au frigo. Il y a, dans la déclaration gouvernementale fédérale, c'est clair, ça a été la condition que nous avons mis pour rentrer au gouvernement, c'est qu'on fasse du socio-économique et qu'on ne fasse pas du communautaire. Alors, qu'on réagit de ça tout le temps du côté socialiste, je comprends, mais je ne suis pas d'accord, c'est pas exact. Alors, on a beaucoup parlé politique. Je crois qu'on parlera un autre jour des résultats du PTB et du Vlaams Belang dans le sud et dans le nord et à Bruxelles aussi. Et donc, on va plutôt passer à notre sujet suivant, qui était le harcèlement. Alors, c'est un petit peu politique parce qu'en fait, au départ, c'est ce qui se passe en France avec un élu écolo, Denis Baupin, qui a défrayé la chronique. Et en Belgique, quelle est vraiment la situation? Eh bien, voici la réponse que Viviane Tettelbaum, qui préside le Conseil national des femmes, donnait sur notre antenne. En Belgique, ça existe, je le sais. J'en ai vécu moi aussi. Alors moi, je ne l'ai pas. Mais je vais pas rentrer. Non, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'en avais parlé à l'époque un petit peu. J'aurais peut-être dû sortir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, et c'est ce qui se passe en France aussi. C'est avec les 17 ministres qui sortent sur le sujet dans ce courrier, avec Manuel Valls qui dit c'est vrai, on ne peut plus taire les choses parce que c'est en les taisant qu'on ne va pas au fond du problème. Et je pense qu'effectivement, ça aggrave. Alors moi, je me suis défendue immédiatement, et donc c'était un peu un 0-0, si vous voulez, ou un 1. Et donc, je n'ai pas eu l'impression que je doive aller plus loin. Émilie Oyos a fait de même, elle l'a rendu public, voilà. Et ça s'est calmé. Et ça s'est calmé. Alors après, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que quand on a la force et le bagou et la capacité de répondre et de rétorquer, il faut le rendre public pour celles qui n'ont pas cette personnalité-là et qui n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça que les lois existent, c'est pour protéger le plus grand nombre et les plus faibles d'entre nous. Et donc, il faut dénoncer, je pense. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ferai. Je le rendrai public. Il faut donc rendre public. B.R. Coligny, c'est votre avis? Oui, c'est évidemment mon avis. Moi, ce qui me frappe, c'est la douceur, la prudence avec laquelle les femmes politiques belges s'expriment sur ce sujet. Bon, il y a Christine Defrene qui l'a fait il y a quelques jours. Dans le Soir Magazine, elle a parlé de 3 occasions où elle était victime de harcèlement, mais pas spécialement en politique, hein, aussi dans son métier d'avocate. Oui, alors ça, on dit toujours, c'est pas seulement dans la politique, c'est dans tous les milieux, etc. Il y a des dizaines de femmes politiques qui m'ont raconté des histoires, des anecdotes, etc. Même Madame Onklings, un de ces jours, on a publié ces choses-là. Et ce qui me frappe, c'est qu'en Belgique, c'est toujours « Ah oui, mais en Belgique, c'est beaucoup moins qu'en France. En France, il y a de la gauloiserie, etc., les machos, pas en Belgique. » Et je suis retombée sur une interview que la Libre Belgique avait faite à l'époque, dans cette polémique du week-end, à l'époque d'une polémique française, et on m'avait interviewé, et je disais, ben oui, il y a un souci, etc. On avait interviewé Alain Raviard qui disait, mais non, il n'y a pas de problème, et on revient au sujet précédent. Son explication, c'était, en France, le pouvoir est fort et centralisé. En Belgique, il est émietté, il est évaporé, et donc les hommes sont moins imbus de ce pouvoir, et donc ils harcèlent moins. Non, je crois qu'ils pensent plus à la lasagne qu'au pouvoir. C'est peut-être pour ça. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on entende les hommes politiques parler du harcèlement, parce que finalement, on a beaucoup posé les questions aux femmes politiques et assez peu aux hommes. Vincent De Wolf, quelle est votre réflexion par rapport à ce problème-là? Moi, je dirais que, personnellement, je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit. On ne m'a jamais rien raconté, donc je ne vais pas aller inventer des choses que je ne sais pas. C'est comme un tiers des victimes sont des hommes. Non, ça, très honnêtement, pour moi, voilà, je n'ai rien vécu, ni vu, ni même entendu. Et donc, j'ai été particulièrement surpris, par exemple, par rapport à Christine Defrene, que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, de constater qu'elle aussi avait été... Ça fait un choc, quoi, d'avoir des gens qu'on connaît bien. Je me dis, c'est pas vrai. Et c'est évidemment extrêmement inacceptable. Je pense qu'il faut donner ce message de dire, il faut rendre ça public. Oui, évidemment qu'il faut rendre ça public. Parce que c'est une violence qui peut être une violence physique, une violence morale, psychique, tout à la fois. Ça peut perturber très très fort une personne. Donc il y a des lois à ce sujet sur le harcèlement sexuel, moral. Il y a des protections psychosociales, il y a des protections dans le domaine du travail, etc. Donc tout ça existe et est suivi avec du sérieux par les tribunaux, par les parquets, les auditorat. Ce n'est pas que dans le monde politique, je crois qu'il faut quand même le dire, ça me paraît assez évident. Voilà, et c'est quelque chose qui était très tu, me semble-t-il,
Est-ce que c'est plus ou moins dans tel ou tel pays? L'explication institutionnelle me paraît complètement grotesque, me semble-t-il. Mais moi, je n'ai pas d'instrument de mesure, de statistiques par rapport à ça, donc je ne sais pas m'exprimer à ce niveau-là. Mais qu'il faille être sévère, qu'il faille pousser les femmes à se structurer, à en parler et à se défendre. Oui, je rappelle aussi cette jeune femme qui avait filmé toutes les agressions de rue à Bruxelles qu'elle avait subies aussi. Donc ça avait été aussi un électrochoc, ça. Rachid Madran. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que moi, le fil conducteur de tout mon engagement politique depuis que j'ai commencé, ça a été la lutte contre les discriminations et l'égalité. Donc pour moi, le sexisme et le machisme, c'est une forme de discrimination. Je sais que le monde politique est un milieu, on va dire, dur, cruel, où c'est vrai que parfois, certaines femmes le disaient, elles disaient oui, pour exister, parfois on se comporte presque comme des hommes, quoi, dans l'attitude, au nom de quoi une femme ne pourrait pas être féminine et faire de la politique sans que tout de suite... Est-ce que vous avez déjà assisté à quelque chose? Est-ce que vous avez déjà assisté à des scènes de harcèlement? Est-ce que vous êtes déjà intervenu dans ce cas-là? Perso, jamais, mais je sais... Non, mais il y en a... Moi, c'est Céline, pour ne pas la citer, qui m'a expliqué. J'en ai parlé avec Laurette aussi. C'est plutôt, vous savez, ce genre les blagues graveleuses. Voilà. C'est absolument médiocre et sans intérêt. Mais moi, je trouve il faut le dire, il faut le condamner. Et voilà, quoi, il n'y a pas de raison. Ceci dit, je voudrais, sans vouloir vieillir quiconque, de dire que ma génération politique, on a quand même vécu plus avec la mixité, quoi. Je veux dire, c'est une donne qui a toujours fait partie de notre ADN. Le fait, moi, je le vois dans ça mon peut être une question de génération. Pas au gouvernement wallon, par exemple. Mais il faudrait regarder l'âge de tous les membres. Je ne sais pas. Je veux dire, la mixité au gouvernement wallon, c'est pas peut-être. Mais voilà, moi, je parle de mon expérience. J'ai le sentiment que, mais peut-être que je me trompe, que ma génération a peut-être moins de soucis avec ça. Non, voilà, je ne sais pas si c'est général. On va retourner du côté des expertes. Un petit mot de Véronique Montfort puis de Stéphanie Meillet. J'ai une question précise. Les éléments sont là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps que les règlements intérieurs de la Chambre et du Sénat et de toutes les entités fédérées dans ce pays soient transformés et qu'il y ait des règlements précis contre le harcèlement sexiste? Dans le règlement d'ordre intérieur. Dans le règlement d'ordre intérieur, et que ce soit clairement dit. Hein. Parce que le coup de la blague graveleuse, c'est médiocre. Non, c'est injurieux et médiocre. Ah oui, mais d'abord injurieux. C'était pas en France qu'un des hommes politiques, ancien Premier ministre, avait dit « Et qui va garder les enfants ?» Laurent Fabius. C'était Laurent Fabius. À propos de Ségolène Royal. Mais à côté de ça, moi j'ai une amie qui était ministre en Italie, Cécile Kyenge, qui me racontait qu'au Parlement italien, en plein discours, on lui jetait des bananes. Oui, parce qu'elle est d'origine africaine, donc là on rajoute du racisme. Donc là vous êtes d'accord? Changement. Vincent de Wolf. Oui, c'est une suggestion très claire. Je réponds très clairement oui, comme ça existe dans les règlements de travail des entreprises. Absolument, mais qu'on fasse la même chose. Donc il n'y a aucune raison pourquoi ne pas le faire. Voilà. Stéphanie Meillet. C'était simplement pour peut-être abonder dans le sens de Rachid Madran sur l'impact des générations. Je me souviens quand moi j'étais jeune journaliste, tant au niveau des hommes politiques que des journalistes de l'époque qui avaient déjà de l'expérience, faire de l'humour graveleux, c'était quelque chose de normal. Et si toi, jeune stagiaire ou jeune journaliste, tu arrivais et que tu étais choqué de ça, tu étais vu comme quelqu'un de prude. Et donc ça, c'était quand même quelque chose... Il fallait qu'on s'habitue. Et ou alors c'est parce que je suis vieille maintenant. Oui, c'est parce que je suis vieille maintenant. Mais je trouve que stagiaire à l'ADH, c'était chaud. On est au moins confronté à ça aujourd'hui, tant dans le milieu professionnel que dans le milieu politique. Maintenant, il y a toujours parfois, c'est plus difficile de s'affirmer en tant que femme. Il y a parfois toujours un regard un peu dénigrant. Ça existe. Il y a aussi, c'est vrai, des hommes souvent qui appartiennent à une génération, un peu plus âgée, et qui ne réalisent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et qui me disent, je change de casquette, à moi, président de l'ASBL Touche pas à ma pote, donc je travaille sur le harcèlement de rue, et qui me disent, ah oui, mais votre truc, c'est un rapport avec le film, La femme de la rue, c'est entre la gare du Midi et la bourse. Mais nous... Dans notre milieu, il n'y a pas, mais je vous jure, ça s'appelle le déni. Marcel, avant qu'on passe au chapitre suivant, je voudrais juste dire que les hommes ont leur rôle à jouer, pas à dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Ils ont leur rôle à jouer, à reconnaître
et à essayer eux-mêmes de s'améliorer, même dans la vie de tous les jours. Et intervenir aussi. Il y a intervenir. Voilà. Éduquer nos enfants. Intervenir, c'est un minimum déjà. Éduquer nos enfants, s'éduquer soi-même. Eh bien, puisqu'on parle d'éducation, je vais vous parler d'une école un peu bizarre, qui était, la commune de Molenbeek a décidé de la fermer. C'est une école coranique. Et c'est une école donc fermée pour des raisons urbanistiques, comme l'explique ce reportage d'Arnaud de Spiegelard et Yannick Van Gansbeek. Regarde, le petit Malin, c'est ici. Oui, le petit Malin SBL. Of Malin. Et l'adresse est juste. Ok. Et c'est un professeur arabe, je suis sûr, parce qu'elle a une... allez. Un voile. Oui. Et les enfants aussi, et les gens gentils. Ce matin, ce livreur s'est retrouvé devant porte close. L'ASBL Les Petits Malins était fermée sur ordre de la bourgmestre de Molenbeek. Derrière ces murs, une école coranique accueillait 38 élèves âgés entre 3 et 8 ans depuis plusieurs années déjà. Moi, j'ai été informée de l'existence de cette association il y a de cela 2 mois. Et donc, j'en ai informé la police qui a diligenté avec les services administratifs de la commune et la police judiciaire fédérale ce contrôle qui a abouti à la fermeture pour des raisons d'urbanisme, de sécurité, parce qu'on ne peut pas accepter que des enfants se trouvent dans un lieu où ces mesures ne sont pas prises. Dans le voisinage, l'existence de cette école était un secret de Polichinelle. Ça fait longtemps, oui. Ah, ça fait longtemps qu'il y a une école là? Je pense, oui, je pense. Mais... Parce que les enfants à l'école ici 11 avant. Comment vous savez que c'est une école? Je vois les enfants les monter, c'est tout. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est normal, je ne sais pas. C'est la 2e école coranique fermée dans la commune après l'école des devoirs de la rue du Niveau en 2013. Depuis le mois de février, 10 lieux en lien avec des trafics de drogue et 3 non conformes à leur activité ont été fermés. Comme ici, au 42-44 de la rue Bouvier. Des fermetures en lien indirect avec la lutte contre le radicalisme, ces endroits étant soupçonnés d'être des lieux de rencontre entre radicalistes musulmans. Nous pouvons être satisfaits des opérations de contrôle qui ont été menées depuis 2 mois, puisque justement elles nous permettent de pouvoir cibler des lieux problématiques et éventuellement de toucher également des individus qui pourraient être en lien avec le radicalisme. Les infractions urbanistiques, la fraude fiscale, 2 exemples de nouveaux outils utilisés pour lutter contre le radicalisme. En fait, Véronique de Bonfort, on lutte contre le radicalisme avec des sanctions administratives. C'est une question à poser à nos invités. Voilà, oui, il semblerait qu'on n'ait trouvé que ça. Parce que comment définir de manière légale le radicalisme violent? Parce qu'il y a radicalisme et le radicalisme violent qui ne sont pas les mêmes choses. Il y a une liberté d'expression dans ce pays, même s'il y a des idées que franchement je ne soutiens pas, elles peuvent s'exprimer dans le cadre de la loi. Maintenant, il y a une chose qui m'inquiète très fort, c'est qu'on a failli tant de temps pour qu'un mandataire communal, et là, que ce soit Françoise Quetmans ou n'importe quel autre bourgmestre, ne lui jetons pas la pierre, on trouve un endroit de ce type-là qui éduque des enfants, au vu et au su manifestement de toute la rue, qui se trouve dans une situation antérieure à la loi. Et le seul moyen de trouver un moyen de fermer cet endroit, c'est non pas de faire une inspection de type quel est le message que vous donnez, quelle est l'éducation que vous donnez, est-ce que ça respecte l'état de droit qu'est la Belgique? Non, on doit trouver un règlement urbanistique. Alors moi, c'est une question que j'ai vraiment à vous poser d'une manière très précise. On ne va pas retourner en arrière et se rappeler l'horreur du 22 mars, mais ça, ce n'est pas anodin, messieurs. Moi, je vais vous répondre. Excusez-moi, je posais d'abord ma question à M. Madran. Ah, très bien. Excusez-moi, oui. Très bien. Alors, officiellement, de ce que je comprends, d'abord, je vais dire, on doit encore être prudent parce que le parquet de la jeunesse est saisi du dossier, donc on ne sait pas encore tout à fait les détails. Mais vous avez raison. Officiellement, il s'agissait, de ce que j'ai compris, d'enfants qui étaient officiellement scolarisés à domicile, mais qui en réalité étaient dans une école clandestine et ils suivaient des cours. Bon. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, si j'ai bien compris, de la police locale qui a alerté et puis la machine s'est mise en route. Alors, c'était une école, il n'y avait pas d'autorisation. Elle a utilisé les normes d'encadrement pour pouvoir agir, mais en théorie, dans le pays du pas de diplôme ni de titre pour les enseignants. Par ailleurs. Oui. Mais oui, il y a ça, mais
En même temps, on peut très bien avoir des gamins ou des gamines qui sont scolarisés à domicile par des parents, ça existe, hein, dans ce pays, c'est autorisé, mais il y a des demandes, des formulaires, il y a une inspection, il y a un programme à suivre, et il y a un programme à suivre. Absolument. Ici, on est absolument... Hors sol. Oui, hors sol, c'est une belle expression. Hors tout cadre existant. Donc, évidemment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que du côté de Joëlle Milquet, en 2015, elle a resserré le décret par rapport à l'enseignement à domicile, mais ce sont des réalités aussi nouvelles aujourd'hui auxquelles on doit faire face. Par ailleurs, attendez, juste un petit truc, et je termine par là, par ailleurs, c'est pas nouveau non plus. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait eu un grand débat sur la question de l'enseignement de l'arabe en Belgique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut suivre les cours d'arabe aujourd'hui? Moi, quand j'étais gamin, que mon père voulait nous donner des cours d'arabe... À la mosquée. C'était des étudiants, les papas, les parents, payaient un étudiant qui était ici en supérieur pour nous enseigner l'arabe. Parce qu'il n'y avait rien. Et puis, au fur et à mesure du temps, les mosquées se sont organisées, on donne des cours. Alors, il y a des endroits où ça se passe très, très, très bien. Là, on est absolument dans quelque chose de à part, parce qu'il ne faut pas mettre et jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous, on a 3 écoles, dont une à Etterbeek. El Ghazali, qui est une école primaire, reconnue par la communauté française. Mais suivie. Exactement. Et encadrée. Exactement. Où les gamins ont de très, très bons résultats. S'il vous plaît, au débat lui-même. Je demande au bourgmestre d'Etterbeek, est-ce qu'il va faire ce genre de choses? Voilà, c'était ça. Au niveau du bourgmestre, et c'est pas pour tirer la couverture, parce que la chose a été faite, et c'était mon initiative personnelle, parce que je suis en but à ça, et que j'ai pas attendu la situation qu'on voit dans la presse pour savoir que pour que le bourgmestre ait la compétence pour fermer un lieu lié à des éléments de radicalisme ou de terrorisme, c'est compliqué aujourd'hui dans la loi. C'est ça. Parce que c'est fédéral, alors que l'outil du bourgmestre avec sa police administrative et son arrêté qu'il peut prendre est un outil exceptionnel. Parce qu'il peut être pris dans l'heure, il est exécutoire tout de suite. On ferme tout de suite. Alors, moi, est-ce que vous le faites ou est-ce que vous hésitez à le faire? Mais pas du tout. Et donc, d'autant moins que nous avons déposé, à mon initiative, j'ai voulu le faire à Bruxelles, mais je n'ai pas su le faire, parce que c'est la loi communale, mais qui est restée fédérale sur cet aspect-là, c'est qu'on a demandé par un texte qui a été déposé par Denis Ducarme et par Olivier Chastel, de modifier la loi communale dans sa portée fédérale en permettant au bourgmestre de prendre un arrêté de police administrative, de fermeture de tout lieu dans lequel sont propagés, commis des infractions ou des tentatives d'infraction par rapport au terrorisme. Alors, on peut... Mais là, c'était des enfants maternels, hein, on n'était pas encore dans le terrorisme. Attendez, je ne mélange pas les choses, donc je dis simplement qu'il faut poursuivre cette réflexion. Oui. Et que pour moi, oui, mais quand vous avez des discours, je ne dis pas que ça a eu lieu ici, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, mais si vous avez des discours qui sont fondamentalistes avec une incitation à la haine et des choses pareilles, ou une volonté de commettre des infractions graves, je crois qu'il faut permettre, dans ces cas-là, avec une loi qu'il faut bien étudier, au bourgmestre de prendre une mesure immédiate contre des recours sont Moi, j'ai une petite question. Mais ça permet d'avoir une collaboration entre le fédéral et le local. J'ai une question d'actualité pour Rachid Madran. C'est une discussion au sein du G9 à Bruxelles, du PS, sur le voile, le port du voile dans l'administration publique. Alors, apparemment, les Wallons poussent assez fort pour qu'il soit interdit ce voile dans toutes les administrations publiques. Et côté bruxellois, on renacle un peu. Quelle est votre position? Très clair là-dessus. Oui, mais je parle au sein du PS. Un peu l'inverse. Non, la situation chez nous est très claire. Moi, j'ai toujours été pour l'impérium. Mais aujourd'hui, la clarté veut que dans toutes les fonctions, dans toutes les administrations, ce ne sera plus permis. Ce n'est plus permis. De manière générale. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour voter les textes qu'on a déposés et qu'on a redéposé dans l'ensemble des instances? Oui, donc maintenant il va y avoir des textes communs. On a des textes clairs à ce sujet. C'est ça que vous nous annoncez. Non, ce que je vous annonce, c'est le grand débat qui va avoir lieu au fédéral. Le grand débat qui va avoir lieu au fédéral, c'est est-ce que notre pays va inscrire dans la Constitution le mot laïcité dans un préambule ou dans un article de loi? Nous, la décision qu'on a prise, qui est très claire, c'est et dans un préambule et dans un article de loi. Et c'est le mot laïcité. Laïcité. Oui. Mais est-ce qu'il y aura une majorité? Parce que moi, ce que je ne veux pas, monsieur, et je le dis et je le redis, et je l'ai déjà dit, je ne veux pas qu'on instrumentalise la laïcité pour stigmatiser une communauté en particulier. Alors, si on veut parler de laïcité, on parle de laïcité pour l'État. C'est le nouveau contrat social dans notre pays. Dans un préambule... Apparemment, tout le monde n'a pas l'air franchement d'accord, notamment du côté flamand. Et au PS, c'est clair. Alors, je suis désolé, on va devoir arrêter là-dessus parce que c'est le moment des coups de cœur des experts. Et on va commencer tout de suite par le coup de cœur de Marcel Sel, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps.
temps. Oui, je suis un peu gêné d'être le premier avec toutes mes consoeurs. Donc là, on a beaucoup parlé de Bruxelles, des attentats, de la morosité, mais à Bruxelles, il faut quand même rappeler que quand on ne parle pas tout à fait politique, on parle aussi de beaucoup de fêtes. Et justement, on arrive au mois de juin, et après le jazz marathon, la Pride qu'on vient de passer, la Zineke Parade, eh bien, on va voir la Roller Parade, le défilé de la Cambre, le Bruxelles Film Festival, le Jazz Jet June, le Plazé à Kuckelberg, la fête de la musique et bien sûr Couleur Café. Et donc voilà, Bruxelles vit et il faut venir à Bruxelles. Très bien, ça c'est pour Marcel. Véronique, Véronique, vous vouliez parler d'un livre. Oui, je ne sais pas si vous allez partir en vacances, mais je vous conseille vraiment un été avec Montaigne. Montaigne et cet homme extraordinaire qui écrit les essais. C'est un petit livre de 170 pages qui vous fait voyager dans la vie de Montaigne et dans les éléments qu'il a sortis, c'est-à-dire le plaisir de vivre, ne pas avoir peur de la mort, les amis, les amours bien évidemment, la réflexion, pas les emmerdes, non, le sens de la vie. Et ça s'appelle Un été avec Montaigne. Je vous le recommande, c'est jubilatoire. Alors, le troisième coup de cœur, c'est celui de Stéphanie. Alors ça, c'est assez simple. C'est de bilinguisme dont vous vouliez nous parler, en fait. C'est un peu d'autopromo aussi, j'avoue. La Zineke Parade ce samedi, eh bien, nous, on va la diffuser. On fait une émission de 15 à 17 heures avec Bruce, la télévision régionale flamande. Et je trouve que l'initiative est très positive, où on est vraiment dans cette collaboration, où chacun ne parle pas simplement à sa propre communauté, d'autant qu'en plus, résumer Bruxelles à la communauté flamande et la communauté francophone, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, c'est un peu comme la Cambre et Anvers, BR Coligny. Alors on a dit autopromo. Oui. Ce magazine, il existe en français et en néerlandais. On le fait ensemble, sur le même plateau, sans se tirer les nattes, sans qu'il y ait du sang sur les murs. Il a quelque chose de spécial aussi ce mois-ci, c'est que la jeune femme qui est en couverture, elle s'appelle Lisa, elle a 23 ans. C'est une de nos lectrices. Elle habite Dilbeek, elle parle français. Comme quoi tout est possible. On a fait un grand casting, il y a 800 filles qui ont répondu, on les a castées, triées, puis on les a maquillées, coiffées, habillées, et ça a donné ça. Il y en a 40 à l'intérieur. On aurait dû venir filmer. Mais on a tous les films que vous voulez, je vais vous envoyer ça. Merci. Alors, on a encore quelques secondes. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ce week-end? Évidemment, la Zineke Parade. Moi, je pense que c'est un moment... Oui, mais c'est un moment important. Et sinon, moi, je suis en train de lire un bouquin de Michel Onfray, Penser l'islam. Je n'ai pas encore fini, mais je trouve que c'est passionnant. Et son regard là-dessus est particulièrement intéressant. Vincent de Wolf. Alors, si on reste dans le festif, nous, on sort du médiéval, sur Etterbeek, mais qui était un truc c'était le week-end dernier, important, et qui est au-delà de la commune très largement, qui était un très grand succès. Et donc, il y a des trucs sympas qui vont se faire aussi, que certains ont tiré un peu en bourrique, et moi, je crois qu'il ne faut pas faire ça. C'est la course de pédalo des bourgmestres sur les étangs Ménat, à Montluet-Saint-Pierre. Alors, on peut dire donc ça qu'à faire, les bourgmestres, etc. Alors, moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que les communes ont dit, ont fait depuis des années les multisports, les olympiades avec les fonctionnaires, etc. Moi, je crois que c'est sympa que tout le monde essaye d'y aller, qu'on se mesure au tir à l'arc, à la pétanque, à la course de pédalo. C'est aussi une façon de décloisonner, de déshiérarchiser, d'avoir un autre contact. Surtout qu'il y a un très grand président de la République française qui est champion de pédalo. Voilà. Et donc, François Hollande. Capitaine de pédalo. J'irai faire du pédalo demain après-midi. Et avant ça, on fête, et c'est local, ça, mais c'est important. Pour être juste, nous sommes enregistrés le vendredi, mais diffusés le samedi. Donc vous aurez peut-être déjà fait du pédalo. Ah oui, oui. Vous allez peut-être en faire. Cette spécificité. Et alors, entre-temps, on aura juste avant ça fêté un centenaire, qui est le centenaire du club de football Etterbeek. Merci messieurs, merci aux expertes, même s'il y avait un homme parmi eux. Et on se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain, pour une nouvelle édition des Experts. Bon week-end.